Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, auteur de La grande mystification écologie, une imposture qui ne dit pas son nom, un voyage hallucinant chez les Verts, c'est chez Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous dénoncez beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et à contre-courant, vous dénoncez les dogmes écologistes qui, pour vous, fragilisent notre pays. C'est quoi cette grande mystification, cette imposture qui ne dit pas son nom chez les écologistes français? Alors, il se trouve que j'ai une formation d'écologiste parce que vous m'avez présenté à juste titre comme économiste de la santé, mais je suis un agroforestier et il y a déjà un peu plus de 30 ans, je me suis dit que les écologistes disaient n'importe quoi sur l'écologie. Et les conséquences de tout ça, si vous voulez, sont dramatiques. Cela joue un rôle important sur le coût de l'énergie. Comme vous le savez, le coût de l'électricité a augmenté de 240% en 15 ans. La baisse de la production agricole, la baisse de la production industrielle, et tout ça pour des croyances qui ont été celles de la lutte contre le nucléaire, puisque le grand dogme de l'écologie politique en Europe, c'est le nucléaire est dangereux. Or, le nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de serre, comme on le sait, et a beaucoup d'autres avantages. C'est le dogme du bio, dont il n'a jamais été démontré que c'était meilleur pour la santé. C'est le dogme, on veut empêcher de construire des barrages. Alors ça, c'est la lutte contre, entre guillemets, les bassines, etc., etc. Bon, avec cet ouvrage, on va le voir, mais je pense qu'on commence à le comprendre, vous êtes à contre-courant de la pensée ambiante. Et certains vous accuseront, à tort, il faut le dire, d'être climato-sceptique. C'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Il y a bien un dérèglement climatique engendré par nos activités humaines, il n'y a pas de question là-dessus. Mais pour vous, c'est les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre ça qui ne sont pas les bons. Oui, alors, la preuve, comme les Allemands... Vous n'êtes pas climato-sceptique? Non. Non, 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 non. Il y a un débat, comme vous le savez, sur lequel je ne vais pas rentrer, sur la part du rôle de l'activité humaine dans la croissance de la température du globe. Moi, ce n'est pas mon domaine et je fais confiance dans les débats scientifiques qui sont en faveur de cette hypothèse. Néanmoins, il y a des débats sur l'inclinaison de l'axe de la Terre, enfin, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, ce qui se passe, c'est que nous dépensons beaucoup d'argent pour lutter contre un phénomène qui de toute façon se produira, et nous ne dépensons pas assez d'argent à l'adaptation. Alors, exemple récent, comme on le sait tous, il y a eu des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais cet hiver, à 2 ou 3 reprises. Comme on l'a oublié, le Nord-Pas-de-Calais est tout près des Pays-Bas. Il y a eu la même dépression, c'est à 100 km. Il n'y a pas eu une inondation aux Pays-Bas, il y en a eu énormément dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'au nom de l'écologie, on empêche, pour protéger les zones humides, de faire des travaux, de curer des fossés, etc. Et donc, quand il pleut, ça inonde. Au nom de l'écologie politique, donc, les Allemands ont défendu les énergies alternatives, éoliennes et puis le photovoltaïque. Et avec ça, utilisent du charbon et du gaz. Et puis on peut continuer, tout ça est absolument effrayant et a beaucoup de conséquences pour la première fois. Donc il ne faut pas enrayer, en fait, il ne faut pas chercher à enrayer le dérèglement climatique selon vous, mais plutôt investir pour adapter nos modes de vie au dérèglement climatique. Oui, c'est ça votre propos Oui, oui, bien sûr. Non, non, je vous remercie, c'est exactement ça. En un mot, les Français produisent 0,8% des rejets de gaz à effet de serre. La croissance moyenne au cours de ces dernières années mondiale des rejets de gaz, c'est 1,2. Donc même si les Français n'existaient pas et s'arrêtaient de produire, enfin plus rien, nous disparaissions tous, le rejet de gaz à effet de serre dans le monde augmenterait. Donc il faut s'adapter à ce réchauffement. Donc quoi concrètement, en prenant les exemples des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais? Alors en augmentant la taille du lit des rivières, en ne construisant pas dans les zones inondables et surtout en faisant des canaux, des barrages et en nettoyant tous les fossés pour éviter que dès qu'il pleut, ça monte. Il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les Hollandais, c'est ça? Dans ce domaine, il faut s'inspirer qui ont toujours été très bons hydrauliciens. C'est eux qui, dès Louis XIV, avaient créé la machine de Marly qui montait de l'eau à Versailles. Donc, non, non, ils sont très très bons. Mais pour prendre un autre exemple, il est clair que comme il va faire plus chaud, il va y avoir des stress hydriques sur beaucoup de plantations. Le stress hydrique, on ne voit pas en ce moment, mais ça, c'est la météorologie et ce n'est pas le climat.
Oui, c'est absolument. Il faudra en parler aussi tout à l'heure parce qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Oui, absolument. Et que donc, le meilleur moyen de trouver rapidement des plantes résistantes, ce sont les OGM. Bon. Il y a aujourd'hui dans le monde 4 fois la surface de la France plantée en OGM. Or, nous près de 220 millions d'hectares, donc 95% du soja, 90% du coton, enfin, etc. Or, au nom d'une croyance religieuse, nous nous empêchons d'utiliser ces techniques merveilleuses de génétique. Et surtout pour vous, les dogmes écologistes, dont certains, mais pas tous, prônent la décroissance, parce que finalement, dans les politiques écologiques ou écologistes qui ont été menées en France par les différents gouvernements, personne n'a jamais prôné la décroissance. Oui, mais de fait, c'est l'effet que ça a. Il y a une décroissance de la production agricole. Parce qu'aussi, il y a une limite finie aux ressources naturelles, aux denrées. Oui, mais ça, c'est, pardon de vous dire ça clairement, c'est des bêtises. C'est ce que dit Jean-Marc Jancovici. Oui, mais Jean-Marc Jancovici a tort. Jean-Marc Jancovici. Pourquoi il a tort? C'est un décroissant. C'est-à-dire, il pense que c'est fini. Tout ça c'est une très vieille histoire. Il est malthusien. Tous les Malthusiens ont eu tort, tout le temps. Donc Malthus, déjà, il y a 2 siècles, disait exactement la même chose. Ce n'est pas du tout le cas. On a aussi cru qu'il y avait un peak oil, comment dirais-je, la production de pétrole. La production de pétrole s'arrêterait en 2000, 2002, 2015, 2020, 2030, 2040. Non, parce que comme on le sait, et notamment dans une chaîne économique, c'est que l'existence dépend du prix. Donc il y aura, et très longtemps après que nous aurons quitté cette terre, encore du pétrole. Après, la question, c'est en quelle quantité, à quel prix? Absolument. Et pour vous, donc, les dogmes écologistes nous mènent dans le mur, c'est-à-dire que ça mène à la désindustrialisation, ça affaiblit l'agriculture, vous en parliez, le pouvoir d'achat, et donc le déclin de la France. Oui. Tout le monde vous suivra là-dessus. Hein. Oui, non, mais c'est, si vous voulez, c'est très... Parce que certains y voient des opportunités, on voit bien qu'il y a des gigafactories, voilà, automobiles, ces sources d'emplois, la transition énergétique, ça a été documenté, il y a beaucoup d'emplois à créer autour de la transition. À condition qu'elle soit nécessaire, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à une date récente, la consommation d'électricité n'augmente pas, elle baisse. Et donc, on a créé des éoliennes dont on n'a pas besoin d'énergie. Elle baisse aussi pour des questions de météo, de température quand elle est plus clémente. Non, l'essentiel, c'est le prix. C'est que comme le prix de l'électricité a beaucoup augmenté, ça baisse. Pourquoi ça a beaucoup augmenté? Parce que le prix des énergies renouvelables, pour le coup, il est assez compétitif aujourd'hui. Hein. Enfin, ça se discute, oui, parce que ça dépend comment vous faites votre calcul. C'est-à-dire, si vous faites votre calcul... Avec ou sans l'intermittence? Non, avec ou sans le réseau. C'est-à-dire, ce qui coûte très cher dans les énergies, oui. C'est que ça modifie complètement le coût du réseau, puisqu'elles ont la priorité pour rentrer dans le réseau. Ça nous conduit à fermer les centrales nucléaires. Par exemple, il fait beau comme aujourd'hui, un samedi. Donc, il y a du vent. À ce moment-là, vous avez les éoliennes et les piles qui marchent à plein, qui produisent une électricité qui a la priorité pour entrer sur le réseau. Et ça conduit EDF à fermer ses centrales nucléaires parce qu'il y a trop d'électricité. Bon, donc à vous écouter... tous ceux qui se fixent, mais c'est l'ensemble des pays du monde, parce que même d'ailleurs la Chine fait énormément. La Chine, c'est le premier pollueur au monde, et en même temps, c'est le pays qui investit le plus et qui installe le plus de panneaux solaires au monde, d'éoliennes. Vous avez tout à fait raison. Et donc voilà, il faut être nuancé, mais tous les grands pays du monde cherchent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Vous y êtes favorable, ou est-ce que pour vous, c'est aussi une mystification, on n'y arrivera jamais, puis la France, c'est 0,8%, donc il n'y a pas besoin de... Non, la mystification n'est pas là. La mystification est que la Chine, qui a construit jusqu'à cette année 2 centrales thermiques au charbon par semaine, ne va pas les fermer demain matin. Donc sa nouvelle demande d'électricité, elle est satisfaite par les énergies alternatives, et ils sont, vous avez raison, les leaders mondiaux. Elle sera zéro carbone, a priori, en 2060. Oui, enfin, et ils ont 6 ans d'avance sur leur plan de développement en matière d'émissions de CO2. Mais ce n'est pas le cas de l'Inde. Donc l'Inde utilise son charbon, même si Total Energy construit la plus grande centrale solaire en Inde. Oui. Si vous croyez que vous allez empêcher le Sénégal d'utiliser le pétrole qu'ils viennent de découvrir, non. Les humains, et la Chine le démontre, la Chine a gagné 40 ans d'espérance de vie en un demi-siècle. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité.
Et c'est dû à l'énergie bon marché, et essentiellement le charbon. Et malgré la pollution, cette espérance de vie a augmenté. Les autres pays ont tous compris que c'était le cas. Donc, comme les énergies alternatives ne sont pas au niveau des énergies fossiles, nous, les humains, allons continuer à utiliser des énergies fossiles. Alors, vous êtes favorable à ce qu'on continue à utiliser le fossile comme si de rien n'était? Non, mais j'y suis pour rien. C'est-à-dire que moi, dans cette affaire, ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement les faits. C'est-à-dire quand vous débattez avec les Indiens, ce que je fais de temps en temps, ils vous disent, bon, on remet les pendules à l'heure. Et nous, on continue à produire de l'énergie bon marché. Donc le jugement moral des Occidentaux... Comme vous l'avez fait occidentaux pendant des années pour assurer votre développement. Oui, donc si vous voulez, c'est pas, encore une fois, ce que je pense sur ce sujet. Alors, ce que je pense, c'est que quand on peut, bien entendu, il faut faire en sorte qu'on limite les rejets de gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'on préfère le nucléaire français au charbon allemand. Ouais. Donc, on ne reste pas les bras croisés à continuer à émettre du CO2 et on aggrave le réchauffement climatique. Quand on vous écoute, ce n'est pas votre propos, on est d'accord? Non. Mon propos, il est sur ce sujet assez simple. Le réchauffement climatique va continuer. On doit faire en sorte de limiter le rejet des gaz à effet de serre, mais en attendant, il est urgent de s'adapter à ce réchauffement. Comment on fait pour limiter si on ne passe pas le nucléaire, encore une fois, non, encore une fois, pour l'essentiel, mais il y en a d'autres systèmes. Par exemple, une des catastrophes, à mon avis, c'est la décision d'interdire les moteurs, la vente des moteurs thermiques en 2035. Okay. Mais ce qui empêche l'industrie automobile de rechercher des moteurs beaucoup plus efficients. Bon, vous êtes jeune, mais moi je me souviens des voitures qui, dans Paris, consommaient 14 litres au 100. Maintenant, c'est 5-6 litres. On est capable de faire des voitures à 2 litres. Or, le GNL, le gaz, consomme beaucoup plus d'énergie que les voitures en moteur diesel. Donc, on a énormément favorisé le chauffage au bois en France. Alors, le chauffage au bois, et notamment les granules, polluent et rejettent énormément de gaz carbonique. Quand on vous lit, on comprend que, si je ne me trompe pas, les phénomènes extrêmes climatiques ont toujours existé. C'est ce que vous dites. Oui. Et donc, quelque part, je ne dis pas que vous minimisez, mais vous dites que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas si grave que ça, au final. Parce que certains vous diront que si c'est ce cas, c'est une forme aussi de climato-scepticisme. Non, attendez. De regarder les statistiques de pluviométrie et de sécheresse en France, c'est simplement de l'intelligence, ce n'est pas du climato-scepticisme. Bon, alors, en 2 mots. Il y a 16 000 ans, on est à la fin de la dernière période glaciaire. Alors 16 000 ans, c'est pas si vieux que ça, parce que c'est 4 fois Khéops. Bon, la mer était 130 mètres, 129 mètres en dessous du niveau actuel, et puis ça a commencé à se réchauffer. Bon, déjà, il y a 16 000 ans. Aujourd'hui, dans la période récente, vous avez le roi Ladurie qui écrit l'histoire du climat en Europe sur 1000 ans. Donc il a fait très beau du temps des cathédrales. C'est à ce moment-là que les Danois ont découvert le Groenland, qu'ils ont appelé Groenland parce que c'était un pays vert, Greenland. Et puis il a recommencé à faire froid. Et il a fait froid sous Louis XIV parce que dans la Seine, qui n'est pas loin, il y avait des glaçons et les barriques de vin gelaient. Donc c'est moins 17 degrés. Puis ça a commencé à augmenter. Alors quand vous regardez les statistiques sur la Seine, par exemple, donc vous avez la grande crue de 1910, mais la plus grande crue, c'est sous François Ier. Sous François Ier, c'était 80 cm au-dessus de la crue de 1910. Quand vous regardez, il a beaucoup plu, là, le jour dernier, dans le sud de la France, vous voyez qu'il y a 600 mm d'eau qui sont tombés également en 1900. En 1856, Lyon était submergé. Et les incendies, les feux de forêt? Alors les incendies, il y en a plutôt moins. Les ouragans, il n'y en a pas plus. Ça, c'est cité dans le livre. Et à mon avis, Olivier Paul Sévinet a été débarqué du journal Libération pour avoir simplement cité Nature, qui indique qu'il n'y a pas plus d'ouragans en Australie qu'on ne l'avait dit autrefois. Donc tout ça, c'est une perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour ça que je parle de Diaphorus, le réchauffement climatique explique la sécheresse, explique les inondations, etc. Alors, la seule chose qui soit nouvelle, c'est pour nous des records de chaleur, oui, des records de chaleur en Europe. Et quand il fait plus chaud,
quand on gagne 1 degré, il y a 7% de plus d'évaporation. Donc ces pluies, elles retombent. Donc en moyenne, on aura probablement une augmentation de la pluviométrie. Mais on est dans les variations historiques. D'ailleurs, quand le président de la République, donc, il y a 2 ans, parlait de sécheresse, est allé voir le barrage de Serre-Ponçon à la fin de l'hiver. Comme tous les hivers, il était à sec. Moi, je dis, rassurez-vous, la neige va fondre et ça va réaugmenter. Maintenant, on parle d'excès. Et tout ça, ce sont des variations historiques, encore une fois. Alors le climat... Donc on ne vit pas quelque chose d'extraordinaire. Non. Simplement, les hommes ont toujours cru qu'ils avaient une influence sur le climat. Donc, quand vous regardez les débats, je cite le préfet de je ne sais pas trop, là, des Deux-Sèvres d'ailleurs, qui en 1826 dit il n'y a pas de doute, le climat a évolué. Alors, au 19e, on pensait que c'était du fait de la déforestation. Donc, on s'est mis à replanter des forêts. Comme vous le savez, la surface boisée de la France a beaucoup augmenté depuis la Révolution. Elle a été multipliée par 3. Donc, tout ça, ce sont des croyances. Néanmoins, il est clair qu'il faut gérer beaucoup mieux l'eau que l'on ne l'a fait. Et il est clair qu'il faut qu'on sélectionne des plantes et des arbres qui résistent mieux à l'augmentation de la sécheresse. Néanmoins, ça n'a pas que des inconvénients. La croissance de la température conduit à une baisse de notre coût d'électricité. Les jeunes qui aujourd'hui dînent dehors et fument dehors, je pense, félicitent plutôt la croissance de la température que de sa baisse. Et les périodes heureuses des hommes, c'est les périodes chaudes, c'est pas les périodes froides. Oui, enfin, pas trop chaudes non plus. Comme on a pu le voir non plus. Mais quand on vous lit, on se dit que finalement, tout ce qui est mené, l'hydrogène, c'est pas une bonne solution, le solaire, l'éolien, c'est pas une bonne solution, la voiture électrique, c'est pas une bonne solution. En fait, pourtant, c'est ce que la voiture électrique, c'est pas tout à fait le cas. Mon reproche n'est pas de s'interdire d'utiliser la voiture électrique. D'avoir privilégié une seule technologie. Mais c'est d'avoir privilégié et de passer d'un type de dépendance qui est celui des hydrocarbures et du gaz à un type de dépendance aux matériaux qui sont contrôlés par la Chine, puisque la Chine est le grand raffineur producteur et surtout raffineur de tous les métaux indispensables à la transition. 60%. Exactement. Sur l'hydrogène, qu'est-ce qui ne vous va pas? Parce qu'on dit que c'est... c'est une vieille histoire. C'est vrai que c'est une vieille histoire. Et on sait que c'est une connerie. Alors quand on a fait 2 heures de chimie dans sa vie, on sait que l'hydrogène est soit dans la molécule d'eau, H2O, soit dans le méthane, CH4. Bon. Ce sont des choses très très stables. Donc l'eau s'évapore, mais ne se détruit pas. Donc pour casser la molécule d'eau, il faut beaucoup d'énergie. Alors, soit on le fait par hydrolyse, avec beaucoup d'électricité. Verte notamment maintenant. Oui, on est capable de le faire, mais incapable de produire du tout les quantités qu'il faut. Parce que pour produire l'équivalent de l'ammoniac consommé en France par de l'hydrolyse, il faudrait 4 centrales nucléaires. Seulement pour produire le million de tonnes d'ammoniac. Alors vous savez, aujourd'hui, si l'hydrogène dans les voitures bleues qu'on voit dans Paris marche, c'est dû à quoi? C'est dû au charbon australien. Ah bon? Oui. L'hydrogène, il est produit en Australie par du charbon qui casse la molécule de méthane à 1000 degrés, rejette du CO2 et envoie son hydrogène comprimé en Chine et un peu en Europe. Bon, en même temps, les Américains, on s'inspire de qui alors? Encore une fois, on ne cherche pas à enrayer, encore une fois, le dérèglement climatique par... Bien sûr que... vous voyez bien que nous avons été conduits par une alliance politique qui a commencé avec Chirac, qui s'est prolongée avec Sarkozy, qui a été le moins naïf, et qui s'est prolongée par Hollande, qui est une alliance politique avec les Verts. Et vous savez, puisque ça a été documenté, notamment à l'Assemblée nationale, qu'ils ne lisaient jamais les notes qui leur étaient passées et que la fermeture de la moitié de nos centrales nucléaires, c'était de la folie. La fermeture de Fessenheim, ça a été de la folie. Tout ça au nom de la croissance des Verts, que l'énergie est la plus dangereuse. Vous êtes ministre, imaginons un peu de fiction, vous êtes ministre de la transition écologique pour la France. Vous faites quoi? Alors, j'annonce que nous allons non seulement construire 6 centrales nucléaires,
Mais, Il y en a qui sont en construction aussi, oui, mais enfin, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de techno. Voilà. On reste sur la technologie actuelle, on ne cherche pas... Non, on avait trouvé... On a englouti 15 milliards sur l'EPR pour rien. Non, il y a eu un débat. L'EPR, c'est les Allemands qui nous ont imposé, enfin c'est un accord entre Chirac et les Allemands qui nous ont imposé l'EPR. On avait un système qui était beaucoup plus malin. Donc on relance les surgénérateurs. Donc on relance le nucléaire, ok, centrales. On relance le nucléaire, bien. On autorise les OGM. Et, oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen. Encore une fois, la génétique, donc moi j'ai une formation d'agro et de forestier, donc la génétique a consisté à sélectionner des plantes et des animaux. Bien. Pour faire muter les plantes, on les bombardait avec des rayons X et on regardait celles qui avaient les caractéristiques. Donc on faisait des mutations aléatoires. Le monde entier a compris qu'une mutation intelligente, programmée, c'était quand même beaucoup mieux qu'une mutation aléatoire. Et notamment grâce aux découvertes de cette française et cette américaine de Chris Cazeneuve, là, qui a énormément d'applications en médecine, mais aussi en agronomie, on est capable de produire des plantes qui résistent à la chaleur, qui résistent au stress hydrique, et c'est ce que fait le monde entier, et pas nous. Donc vous lancez le nucléaire, vous... J'autorise la sélection génétique, j'autorise les agriculteurs à utiliser un nombre croissant de produits phytosanitaires. Vous n'allez pas vous faire que des amis avec ça. Non mais c'est la vérité, écoutez, non, mais il faut regarder, non, il faut comprendre pourquoi notre agriculture régresse et pourquoi ce n'est pas le cas aux Pays-Bas. Bon, par exemple, je donne une conférence en Bretagne aux agriculteurs que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très internationaux, enfin bref. Et ils m'expliquent que jusqu'à il y a 2 ans, ils exportaient des semences de pommes de terre en Égypte, mais qu'ils ne le font plus parce qu'on n'autorise plus qu'un produit phytosanitaire en Bretagne alors qu'on en autorise 2 aux Pays-Bas, et que si jamais il y a une pomme de terre infectée, on voit tout le lot. Donc ils ont cessé d'exporter. Nous achetons 50% des poulets français sont achetés. Oui, et pas que les poulets d'ailleurs, soyez en passant. Donc tout ça c'est dû à des réglementations. Moi je ne suis pas du tout favorable à la souffrance animale et personne ne l'est. Mais c'est pas pour ça qu'on peut faire n'importe quoi. Les Polonais font des poulaillers avec 1 million de poulets. Nous, au-delà de 28 000, on a des règlements, vous savez, des autorisations classiques, etc. Pour qu'il y ait un meilleur bien-être animal. Certes, mais quand vous êtes poulet et que vous soyez 1 million ou 28 000, ça n'a rien à voir avec le nombre. Donc vous pouvez avoir des espaces élevés à 1 million, que vous pouvez... les fermes de 1000 vaches, c'est la règle. Et donc quoi d'autre alors si, bien entendu, je recule la date de 2035 et je dis aux fabricants de moteurs, écoutez, trouvez-moi des moteurs à 2 litres au 100. Et donc il mettrait combien, beaucoup moins, mais toujours plus que la voiture électrique non, ça dépend comment l'électricité est fabriquée. Si vous êtes allemand, la voiture électrique, elle pollue beaucoup plus qu'une voiture thermique. Oui, parce que l'électricité en Allemagne, évidemment, elle est de plus en plus aussi sur le renouvelable. Ils sont en train de rattraper leur retard. Non, mais encore une fois, si vous voulez, il y a des faits incontestables. Les Allemands rejettent 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Nous, on en rejette 60. Bon. C'est du coup. Et donc cette grande mystification, pour ceux qui ont envie de lire le livre, si on le résume, cette grande mystification, c'est de dire qu'il y a des problèmes écologiques sérieux. La plupart d'entre eux sont les problèmes écologiques sérieux. Vous ne niez pas. Non, outre le réchauffement, il y a des problèmes graves de surpêche en mer. Il y a des problèmes de pollution de la mer dans les pays du Sud. Enfin, il y a des problèmes écologiques. Mais la plupart du temps, les problèmes écologiques sont locaux. C'est-à-dire le problème des Vosges, ce n'est pas le problème de l'Alsace. L'un est très humide, l'autre est très sec, enfin, etc. Donc on ne gère pas l'écologie par des règles simples dont les conséquences essentielles pour nous aujourd'hui, c'est de nuire à notre économie. Qui pour vous est l'alpha et l'oméga. Il ne faut pas nuire à l'économie. Non, c'est-à-dire nous sommes devenus un pays de consommateurs.
Donc, pas un pays de Ce qui n'a rien production. à voir avec le climat d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir avec la transition vous avez écologique. tout à fait raison. Mais ça y participe. Donc nous sommes devenus un pays du consommateur, nous sommes le pays qui est, ça c'est mon autre casquette, le pays qui a le plus grand transfert sociaux, ça s'appelle la retraite, mais ça s'appelle aussi la médecine. Vous savez que la médecine, c'est les personnes âgées. Hein. C'est le modèle social français. Oui, mais encore, c'est très bien, mais encore faut-il produire de la richesse. En tout cas, voilà, il faut lire, parce que ça ne laisse pas indifférent, même si tout le monde ne sera pas d'accord, avec Jean de Kervazdoué, la grande mystification chez Albin Michel. Merci donc, entretien avec vous. Moi qui vous remercie. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, au revoir.